Daniel Amadi était assis au bord de la route, adossé à un mur poussiéreux. Ses vêtements étaient usés et délavés, ses sandales abîmées, et un petit bol en plastique reposait devant lui avec quelques pièces à l'intérieur. « Merci », disait-il doucement chaque fois que quelqu'un y déposait quelque chose. « Que Dieu vous bénisse. Les bonnes personnes sont récompensées. » Beaucoup de gens ne s'arrêtaient pas. Certains passaient rapidement devant lui, faisant semblant de ne pas le voir. D'autres le regardaient avec un dégoût évident, comme si sa souffrance était une gêne. Quelques-uns secouaient la tête et murmuraient entre leurs dents. Daniel ne discutait pas. Il ne se plaignait pas. Il gardait simplement une voix douce et stable. « Aidez-moi avec un peu d'argent pour la nourriture, s'il vous plaît », disait-il calmement. « Merci. Les bonnes personnes sont récompensées. » Une femme laissa tomber une petite pièce sans même le regarder. Un homme le chassa d'un geste, comme s'il éloignait une mouche. L'humiliation était lourde, mais Daniel la portait comme un homme qui avait une raison pour tout. Un peu plus loin, un groupe de jeunes femmes ralentit, leur rire s'éteignant dans la surprise. « Attendez », dit une voix féminine, tranchante. « N'est-ce pas Daniel Amadi ?» Le groupe s'arrêta et regarda à nouveau. « Non », dit une autre fille en plissant les yeux. « Ce ne peut pas être lui. » « Mais si, c'est bien lui », s'avança Cynthia Bellow, les yeux écarquillés en le fixant. « C'est vraiment lui », dit-elle, comme si elle ne pouvait pas croire ses propres paroles. « Daniel Amadi », s'exclamèrent ses amies, stupéfaites. « Un autre ancien camarade de classe », demanda l'une d'elles. « Le même Daniel du lycée ?» Une autre se pencha, sa voix devenant un murmure rempli de choc et de satisfaction en même temps. « Comment est-il devenu un mendiant ?» Cynthia esquissa un petit sourire cruel. « La vie, tout simplement, » dit-elle, comme si cela expliquait tout. Elle croisa les bras et continua de le regarder comme s'il était une triste blague. Jessica Oafur se tenait parmi elles, et dès qu'elle reconnut le visage de Daniel, son expression changea. Elle détourna rapidement le regard, comme si sa pauvreté pouvait la souiller. Quelqu'un le remarqua et la poussa du coude. « N'est-ce pas ton ex-petite amie ?» demanda la fille avec un ton moqueur. Le visage de Jessica se durcit instantanément. « S'il te plaît » dit-elle froidement. « Cette chose ? Je ne le connais pas », les autres rirent. « Mais tu sortais avec lui avant » insista une autre. Jessica cliqua de la langue et balaya cela d'un geste, comme si ce n'était rien. « C'était il y a longtemps » rétorqua-t-elle. « On a rompu. Je ne me souviens même plus de lui. » Elles restèrent là à le regarder comme s'il était un divertissement. Daniel les reconnut toutes. Il connaissait leurs noms. Il se souvenait même de la façon dont elles le saluaient autrefois, quand ses uniformes étaient encore propres et ses rêves encore bruyants. Mais il ne dit rien. Il baissa simplement les yeux et parla à nouveau, calme et poli, comme si leur présence ne signifiait rien pour lui. « Merci. Que Dieu vous bénisse. Les bonnes personnes sont récompensées. » Cynthia ricana. « Tellement embarrassant, » dit-elle. Imaginez le reconnaître. Une de ses amies regarda autour d'elle rapidement, soudain nerveuse. « Et si quelqu'un nous voit ?» demanda-t-elle. « Les gens vont penser qu'on est des mendiantes comme lui. » Le sourire de Cynthia s'élargit et elle sortit son téléphone. « Laissez-moi filmer ça » dit-elle, presque excitée. Personne ne le croira. Le garçon génial de notre classe est maintenant un mendiant. Elle leva le téléphone et zooma sur Daniel. « Regardez-le » murmura-t-elle en riant. « Daniel Amadi qui mendie. » Jessica détourna complètement le visage. « Je ne veux pas qu'il me reconnaisse, » dit-elle. « Allons-y. » C'est gênant. Elles commencèrent à s'éloigner, riant toujours, secouant toujours la tête. « Dieu merci, on ne l'a pas salué, » dit l'une d'elles. « Je ne veux pas que quelqu'un sache qu'on était ses camarades de classe. » Leurs voix s'estompèrent alors qu'elles disparaissaient dans la foule, ne laissant derrière elles que le bruit des voitures en mouvement et des pas qui ne se souciaient pas de lui. Daniel resta où il était. Il regarda dans son bol, puis regarda de nouveau la route. Son visage ne montrait ni colère, ni honte, ni désespoir, seulement du calme. « Merci », dit-il à nouveau à quiconque voulait l'entendre.
Les bonnes personnes sont récompensées. Cette fois, sa voix portait quelque chose de plus profond que la mendicité. Elle portait une certitude, comme celle d'un homme qui savait que ce que les gens voyaient n'était pas toute l'histoire. Daniel resta où il était après que les filles eurent disparu dans la foule. C'était un bel homme dans la fin de la vingtaine, grand, bien bâti, avec des yeux perçants et des traits calmes que même le déguisement de la pauvreté ne pouvait complètement cacher. Sous les vêtements déchirés et les sandales usées se cachait un homme qui possédait des milliards de naira, le président du groupe Dream Chasing, l'une des plus grandes entreprises du pays. Pourtant, très peu de gens le savaient. Daniel avait toujours vécu discrètement, évitant les projecteurs, laissant les dirigeants et les visages publics prendre le crédit pendant qu'il restait dans l'ombre. Pour lui, le pouvoir n'était jamais quelque chose à crier sur les toits. Maintenant, il était assis au bord de la route comme un inconnu, regardant le bol devant lui. L'air portait encore les rires des filles, mais cela ne le touchait plus. « Merci », dit-il doucement alors qu'un autre passant laissait tomber une pièce sans le regarder. Les bonnes personnes sont récompensées. Sa voix semblait humble, mais il y avait quelque chose de ferme en dessous, comme un homme qui maîtrisait parfaitement où il était et pourquoi il était là. Une voiture noire qui était garée à une courte distance roula plus près et s'arrêta silencieusement. La porte s'ouvrit et un homme en sortit, vêtu d'un costume propre, ses chaussures cirées, sa posture respectueuse. Il n'approcha pas Daniel comme on approcherait un mendiant. Il marchait avec soin, avec retenue, comme quelqu'un qui s'approche d'une autorité. Lorsqu'il atteignit Daniel, il baissa légèrement la tête. « Président, dit-il. » Daniel ne sembla pas surpris. Il hocha simplement la tête une fois. « La période de mendicité est terminée, dit l'homme à voix basse. Un mois complet, comme vous l'avez ordonné. » Il jeta un coup d'œil à l'écran dans sa main. Au total, 100 personnes ont donné à votre bol pendant le mois. Les yeux de Daniel se rétrécirent légèrement, non pas de colère, mais de réflexion. Et seulement 100, dit-il doucement, comme s'il ne comptait pas des nombres, mais des cœurs. Oui, président, répondit l'assistant. Leurs identités ont toutes été vérifiées. Daniel tapota légèrement ses doigts contre son genou. Sortez leurs détails complets, dit-il. Nom, contact, antécédents, lutte. Je veux savoir qui ils sont. Oui, président. Préparez le plan de soutien, ajouta Daniel. L'assistant hésita brièvement. À quel point le soutien doit-il être important, monsieur? Daniel répondit sans hésiter. Chacun d'eux doit recevoir assez pour changer leur destin. Pas une aide symbolique, un vrai soutien. L'assistant hocha la tête, comprenant le poids derrière ces mots. La voix de Daniel s'adoucit, mais son sens devint plus lourd. Les bonnes personnes méritent de bonnes récompenses, dit-il calmement. Quiconque peut montrer de la gentillesse à quelqu'un qu'il croit être rien n'a quelque chose de rare en eux. Ce sont ces personnes en qui nous investissons. L'assistant hocha à nouveau la tête, clairement ému. Puis il se souvint de son devoir. Président, le sommet annuel de la richesse a commencé. Les invités sont déjà arrivés. Devrions-nous retourner à l'entreprise maintenant pour que vous puissiez l'animer? Daniel se leva lentement, soulevant le bol et regardant les pièces à l'intérieur, non pas comme de l'argent, mais comme une preuve. Allez-y, dit-il. Je viendrai plus tard. Oui, président. L'assistant recula et retourna à la voiture. Daniel se retourna et commença à s'éloigner du mur comme un homme quittant un rôle qu'il avait joué assez longtemps. Il n'était pas allé loin lorsqu'une voix féminine l'arrêta. Daniel. Il se retourna. Une jeune femme se tenait à quelques pas de lui, tenant son sac à main près de son côté. Ses yeux étaient écarquillés de choc, passant de son visage à son apparence, comme si elle avait du mal à comprendre ce qu'elle voyait. Elle était belle d'une manière discrète et naturelle, avec des traits calmes et des yeux doux qui portaient plus de curiosité que de jugement. Elle s'appelait Félicia Admi. Ils étaient allés à la même école des années auparavant, mais ils n'avaient jamais été proches. Ils n'avaient jamais vraiment parlé au-delà de salutations rapides. Daniel avait toujours été occupé par sa propre vie, et Félicia était restée discrète. Pourtant, il se souvenait d'elle. Elle s'était toujours démarquée sans effort. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix basse et confuse. « Pourquoi es-tu comme ça ?»
Daniel la regarda fixement. J'ai été embauchée pour travailler au groupe Dream Chasing, continua rapidement Félicia, comme si elle devait s'expliquer. Ils m'ont dit de me présenter immédiatement. Puis je t'ai vu et je n'ai pas pu le croire. Elle fit une pause, puis demanda doucement, Daniel, pourquoi m'en dis-tu? Tu faisais des affaires avant. Les gens disaient que tu essayais de construire quelque chose. Daniel croisa son regard. Il aurait pu tout terminer avec une seule phrase, mais il ne le fit pas, mon entreprise a fait faillite, dit-il simplement. Félicia le regarda, ses yeux se posant sur le bol dans sa main, puis de nouveau sur son visage. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de voir une histoire prendre un tournant qu'elle n'avait jamais attendu. Et sans le savoir, elle venait de faire son entrée dans la partie de la vie de Daniel Amardi qui allait tout changer. Félicia se tenait devant Daniel, les yeux fixés sur lui, essayant toujours de faire correspondre l'homme dont elle se souvenait de l'école avec l'homme en haillons debout au bord de la route. Sa poitrine se serra d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Ce n'était pas seulement le choc. C'était aussi de la douleur. Le genre de douleur qui vient quand on voit quelqu'un réduit à néant et qu'on aimerait pouvoir réécrire le moment. Elle regarda le bol dans sa main, puis de nouveau son visage, et sa voix s'adoucit. « Je suis désolée, dit-elle doucement, comme si elle ne savait pas quoi dire d'autre. J'aimerais que tu n'aies pas à traverser tout ça. » Elle ne l'interrogea pas davantage. Elle ne demanda pas d'explication ou de preuve. Quelque chose en elle refusait simplement de le laisser là, comme un objet oublié dans la rue. Daniel la regarda attentivement, avec prudence et méfiance. Il avait vu différents types de personnes au cours du dernier mois. Des gens qui jetaient des pièces avec orgueil, des gens qui l'ignoraient avec dégoût, et des gens qui se moquaient ouvertement de lui. Mais la façon dont Félicia le regardait maintenant était différente. Elle portait de la préoccupation. Elle portait du respect. Et cela le déstabilisait plus que les insultes ne l'avaient jamais fait. Il avala sa salive une fois, puis demanda à voix basse, presque comme s'il ne voulait pas entendre la réponse, « Est-ce que je te déplais maintenant ?» Les sourcils de Félicia se froncèrent. « Tu me déplais ?» répéta-t-elle, sincèrement surprise. « Et Daniel, tu ne me déplaisais pas à l'école, même si on n'interagissait pas beaucoup. Pourquoi est-ce que je te détesterais maintenant ?» Elle fit une pause, ses doigts se serrant autour de la bandoulière de son sac. Puis elle prit une inspiration, comme si elle allait s'engager dans quelque chose qu'elle avait évité pendant des années. « Je t'admirais toujours, dit-elle. Même quand on n'était pas proche, tu étais calme, mais tu te comportais comme quelqu'un qui avait un plan. Je remarquais ça. » Sa voix devint plus basse. « Et je ne vais pas mentir. Tu me plaisais. Je ne pensais simplement pas que tu me regarderais un jour. » Daniel la fixa. Le bruit de la rue autour d'eux continuait. Voiture, pas, voix point mais pendant une seconde, il eut l'impression que tout cela s'éloignait. Une belle jeune femme se tenait devant lui, disant qu'elle l'admirait, disant qu'il lui plaisait, alors qu'il avait l'air d'un homme sans rien. Il avait entendu de la fausse sympathie pendant un mois. Il avait entendu des gens le rabaisser comme s'il était de la boue. Mais cette confession semblait trop honnête pour être vraie. « Ça ne te dérange pas ?» demanda-t-il, sa voix prudente. « Même maintenant ?» Félicia secoua la tête. « Si tu veux bien de moi, dit-elle simplement. »« Ça ne me dérange pas », la gorge de Daniel se serra. Il ne savait pas pourquoi ces mots l'avaient touché ainsi. Peut-être parce qu'il savait qu'il n'était pas vraiment pauvre. Pourtant, il avait vu comment les gens traitaient un homme qu'il croyait pauvre. Il avait vu le monde se révéler. Et maintenant, cette femme révélait autre chose, quelque chose de rare. Félicia s'approcha. « Tu ne peux pas rester ici, dit-elle fermement, comme si elle avait déjà décidé. Je ne peux pas te laisser sur la rue. » Daniel hésita, mais elle n'attendit pas qu'il accepte. Elle tendit la main et prit la sienne, la tenant avec une chaleur qui semblait presque trop intime pour deux personnes qui s'étaient à peine parlé à l'école. Sa prise n'était ni faible ni incertaine. Elle était ferme, protectrice, comme si elle le pensait vraiment. Alors qu'elle l'éloignait du bord de la route, certaines personnes à proximité se retournèrent pour les regarder. Deux femmes debout près d'un kiosque chuchotèrent bruyamment exprès. La façon dont les gens chuchotent quand ils veulent être entendus. « Cette fille est très belle, dit l'une d'elles, ses yeux balayant Félicia de la tête aux pieds.
Mais ses yeux ne sont pas bons. Elle a choisi un mendiant. L'autre rit. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Félicia les entendit. Elle s'arrêta et se retourna, tenant toujours la main de Daniel. Son visage était calme, mais sa voix sortit claire. « Et alors s'il est un mendiant, dit-elle. Je l'aime. » La femme cligna des yeux, surprise qu'elle leur réponde. Félicia continua, ne criant pas, n'insultant pas en retour, parlant simplement comme quelqu'un qui corrige une erreur. « La vie peut arriver à n'importe qui, dit-elle. Cela ne signifie pas qu'il mérite d'être moqué. Certaines d'entre vous ne sont qu'à un mauvais jour de se retrouver à sa place, alors faites attention à la façon dont vous riez des gens. » L'une d'elles ricana, mais cette fois-ci, cela manquait de confiance. Une autre détourna le regard, soudain mal à l'aise. Félicia releva légèrement le menton. « Nous allons nous marier bientôt, ajouta-t-elle, sans même y réfléchir à deux fois, comme si elle défendait quelque chose qu'elle avait déjà revendiqué. Les femmes rirent à nouveau, mais plus faiblement cette fois, et elles reculèrent, n'ayant plus assez d'audace pour continuer à parler. Félicia se retourna et continua de marcher avec Daniel. Daniel regarda la main qu'elle tenait et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, quelque chose de proche de l'incrédulité. Il garda son visage neutre, mais à l'intérieur, ses pensées bougeaient silencieusement. Cette femme est si bonne envers moi. Comment vais-je la rembourser ? Et alors qu'il marchait à côté d'elle, il se rendit compte que ce test lui avait déjà donné plus que des résultats. Il lui avait montré un cœur qu'il n'avait jamais espéré trouver. Félicia conduisit Daniel par la main jusqu'à ce que le bruit de la rue s'estompe derrière eux. Daniel marchait silencieusement à côté d'elle, ayant toujours l'air d'un homme que le monde avait rejeté, mais son esprit était occupé. Il se souvenait de la façon dont elle avait pris sa défense sans peur, de la façon dont elle avait parlé comme si sa dignité comptait encore. Lorsqu'ils atteignirent enfin son immeuble et montèrent les escaliers, Félicia ouvrit sa porte et s'écarta pour le laisser entrer en premier. L'espace était petit mais chaleureux, propre et habité. Un appartement confortable avec une lumière douce, des rideaux nets et une légère odeur de savon frais. Ce n'était pas luxueux, mais c'était paisible, le genre d'endroit qui semblait sûr. Daniel se tint un moment au milieu du salon, incertain de l'endroit où se placer, comme s'il ne voulait pas salir quoi que ce soit de sa présence. Félicia le remarqua et parla doucement. « Assieds-toi, dit-elle en désignant le canapé. Tu n'es pas un étranger ici. » Puis elle ajouta, « Tu dois te laver. Tu peux utiliser la salle de bain. Je vais te chercher une serviette. » Elle disparut brièvement, revint avec une serviette et une paire de sandales propres, puis le regarda à nouveau, ses yeux doux. « Et s'il te plaît, dit-elle, va te laver. Je vais sortir et t'acheter des vêtements. » Daniel leva légèrement les sourcils. « Tu vas m'acheter des vêtements ?» Félicia hocha la tête comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Oui, dit-elle simplement. »« Tu ne peux pas rester dans ces vêtements », elle n'attendit pas qu'ils discutent. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. « Je reviens bientôt », ajouta-t-elle et elle partit. Le moment où la porte se ferma, l'appartement devint silencieux. Daniel attendit. Il écouta. Il s'assura qu'il n'y avait aucun bruit dehors. Aucune chance qu'elle soit encore là. Ce n'est qu'alors que son visage changea légèrement. L'expression calme et humble resta, mais ses yeux se durcirent avec autorité. Il sortit de sa poche un téléphone qui ne correspondait pas du tout à son apparence et passa un appel. Sa voix devint basse et contrôlée. « C'est moi. » À l'autre bout, quelqu'un répondit instantanément, alerte et respectueux. Daniel parla sans perdre de temps. « Je veux qu'une couronne de cristal soit achetée à l'étranger, dit-il. La meilleure. Sans délai. Je veux aussi un cadeau en diamant légendaire, quelque chose qui ne peut pas être facilement égalé. Et il y a une propriété dans le portefeuille asiatique du groupe que je veux transférer. Changez la propriété légale. Mettez-la au nom de Félicia admis. » Une courte pause suivit, comme si la personne à l'autre bout absorbait soigneusement le poids de ce qu'il venait de dire. « Président, compris. » La voix répondit. Daniel s'appuya légèrement en arrière, ses yeux lointains maintenant, se souvenant de quelque chose de plus ancien que ce moment.
Jessica Oapor, celle qui s'était autrefois appelée sa petite amie. Ils avaient brièvement fréquenté juste avant que son entreprise ne décolle vraiment. Elle était avec lui à cause de l'argent que ses parents avaient laissé après leur mort. Lorsque l'entreprise avait subi un grave krach et que les gens murmuraient le mot faillite, Jessica n'était pas restée pour se battre à ses côtés. Elle n'avait même pas posé de questions. Elle était partie sans se retourner. Elle l'avait abandonné quand il avait le plus besoin d'elle. Et elle l'avait fait avec une froideur qui le surprenait encore chaque fois qu'il s'en souvenait point maintenant, il pensait à nouveau à Felicia. Comment elle avait tenu sa main en public, comment elle l'avait défendu, comment elle l'avait regardé avec respect même en pensant qu'il n'avait rien. La bouche de Daniel se durcit légèrement. « Préparez tout », dit-il à son équipe, sa voix ferme. « Le mariage aura lieu, et quand il aura lieu, cela choquera tout le monde. » Il raccrocha, rangea le téléphone, et son visage retrouva l'expression calme et sans défense que le monde attendait. Puis il entra dans la salle de bain et alluma la douche. Le lendemain arriva rapidement, et avec lui la détermination silencieuse de Felicia. Elle revint du marché avec un sac qui semblait trop lourd pour ce qu'il aurait dû contenir. Lorsque Daniel sortit pour la rencontrer, fraîchement lavée et ayant l'air plus propre, elle posa le sac sur le canapé et commença à sortir les vêtements avec un petit sourire. C'était une tenue complète, simple mais clairement chère, le genre de marque que les gens respectaient sans même demander le prix. Daniel toucha le tissu et feignit d'être choqué. « Cette marque est coûteuse, dit-il prudemment. Felicia haussa légèrement les épaules. « Tu dois t'habiller correctement, répondit-elle. « Tu es le marié. » Daniel la regarda. « Le marié, répéta-t-il. Felicia hocha la tête, comme si la décision avait déjà été prise dans son cœur. « Oui, dit-elle. Tu ne vas pas ressortir en ayant l'air de quelqu'un que le monde peut cracher dessus à nouveau. » Daniel ne répondit pas. Il la regarda simplement parce qu'il y avait quelque chose de douloureux et de beau dans la façon dont elle parlait, comme si elle l'avait déjà accepté comme sien. Puis Felicia s'assit et fouilla dans son sac à main. Elle en sortit un épais paquet soigneusement enveloppé, le genre de paquet qui rendait une pièce soudainement sérieuse. Elle le posa dans ses mains. Les yeux de Daniel se posèrent dessus. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien qu'il le sache déjà. « 11 millions de Naira » dit Felicia doucement. « Mes économies. » Les doigts de Daniel se serrèrent instinctivement. « Felicia, non. » Elle soutint son regard. « C'est pour le mariage, dit-elle. Logistique, transport, installation, présentation familiale. Tu sais comment ces choses se passent. Je ne veux pas que tu sois embarrassé à nouveau. » Daniel secouait déjà la tête et essayait de le lui rendre. « Je ne peux pas prendre ça, dit-il. » La fierté montait dans sa voix malgré lui. « C'est trop. » Felicia le repoussa plus fermement cette fois-ci dans sa paume. « Tu seras bientôt mon mari, dit-elle. Si je ne t'aide pas, qui le fera ?» Daniel la regarda en silence. La voix de Felicia s'adoucit à nouveau, devenant douce. « La vie a des hauts et des bas, continua-t-elle. Je crois que tu réussiras à nouveau. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais j'y crois. Et quand ce jour viendra, je serai heureuse de ne pas t'avoir abandonné quand tu étais à terre. » Daniel détourna le regard un instant parce que quelque chose dans sa poitrine se serra. Il avait passé un mois à observer comment les gens se comportaient quand ils pensaient qu'un homme n'avait rien. Il s'attendait à de la pitié, des moqueries, ou une gentillesse égoïste qui voulait quelque chose en retour. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à cela, quelqu'un qui versait son propre avenir dans ses mains sans crainte. Il regarda à nouveau Felicia et força sa voix à rester calme. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, dit-il doucement. Felicia hocha la tête une fois. « Je comprends, répondit-elle. Je te choisis. » Et Daniel Amardi, le président que le pays connaissait à peine, était assis là, tenant 11 millions de Naira d'une femme qui croyait qu'il était un pauvre mendiant, et il savait avec certitude qu'il passerait le reste de sa vie à rembourser le genre d'amour que l'argent ne pouvait jamais acheter. Daniel tenait toujours le paquet d'argent dans ses mains comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Pas parce qu'il en avait besoin, mais à cause de ce qu'il représentait. Felicia le regardait avec une foi tranquille. Celle qui ne posait pas trop de questions.
celle qui restait simplement. Il inspira lentement, puis prit sa main et la tint, non plus comme un test, mais comme une promesse. « Félicia, dit-il doucement. Je t'épouserai de tout mon cœur. » Les yeux de Félicia cherchèrent son visage, comme si elle vérifiait s'il était sincère. Daniel ne broncha pas. Sa voix resta ferme. « Tu m'as donné plus que de l'argent, continua-t-il. Tu m'as donné du respect. Tu m'as donné de l'espoir. Je ferai de toi la femme la plus heureuse. » Les lèvres de Félicia tremblèrent légèrement, mais elle força un petit sourire. « Sois simplement honnête avec moi, dit-elle. C'est tout ce que je veux. » Avant que Daniel ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et répondit immédiatement. « Président », la voix de son assistant arriva, urgente mais contrôlée. « Le sommet annuel de la richesse a déjà commencé. Tous les leaders de l'industrie sont présents. Ils t'attendent. » Le visage de Daniel changea légèrement. Pas de panique, mais de la pression. Celle d'un homme qui porte des responsabilités plus grandes que lui-même. Il baissa le téléphone et regarda Félicia. « Je dois m'absenter brièvement, dit-il. Mais le mariage est toujours dans 2 jours. Rien ne change. » Félicia l'observa un moment. Elle remarqua la hâte dans ses mouvements, la tension autour de ses yeux, la façon dont il essayait de rester calme. Elle s'approcha et toucha doucement son bras. « Daniel, dit-elle doucement, ne me cache rien, peu importe ce que c'est. Nous l'affrontons ensemble. » Daniel soutint son regard et pendant 1 seconde, le poids dans sa poitrine se souleva. Il hocha lentement la tête. « D'accord, répondit-il, gardant sa voix douce. Ensemble. » Félicia l'accompagna jusqu'à la porte. Elle le regarda partir, toujours habillé comme un homme que le monde ignorerait, et elle resta là un moment après que la porte se fut fermée, ne sachant pas pourquoi son cœur se sentait à la fois plein et anxieux. Daniel monta dans sa voiture qui l'attendait et la porte se referma derrière lui. Dès que la voiture s'éloigna, son assistant se retourna légèrement du siège avant. « Président, êtes-vous prêt ?» Les yeux de Daniel étaient à nouveau calmes. « Oui, dit-il. Allons-y. » Bientôt, il arriva sur le lieu du sommet annuel de la richesse. Une salle privée, lourdement gardée, où le pouvoir siégeait confortablement. Le genre d'endroit qui n'accueillait pas le bruit, seulement l'influence. À l'intérieur se trouvaient les hommes et les femmes les plus riches d'Afrique. Le 1% du 1%. Des personnes dont les signatures pouvaient faire bouger les marchés, dont les décisions pouvaient affecter des millions de personnes sans même qu'ils aient à se lever de leur siège. Ils portaient des vêtements chers et des visages calmes, mais leurs yeux étaient perçants, aiguisés par des années de détention de richesse. Dès que Daniel entra, toute la salle changea. Des hommes qui ne s'inclinaient jamais devant personne se levèrent. Des femmes qui régnaient sur des empires se tinrent en respect. Les conversations s'éteignirent comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. « Dieu de la richesse », dit quelqu'un avec révérence. « Bienvenue, Dieu de la richesse. Le Dieu de la richesse est arrivé. » Daniel avança sans arrogance, son expression contrôlée, ses pas mesurés. Il prit place à l'avant comme un homme qui avait toujours appartenu à cet endroit. L'un après l'autre, les magnats le saluèrent, non avec orgueil, mais avec gratitude. « Président, » dit l'un d'eux, la voix épaisse d'émotion. « 10 ans ont passé si vite. Sans vous, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. » Un autre hocha rapidement la tête. « Vous nous avez donné une chance quand personne ne croyait en nous. Vous avez ouvert des portes dont nous ne connaissions même pas l'existence. » Un troisième se pencha en avant. « Et dites-nous ce que vous voulez. Que pouvons-nous faire pour vous rembourser ? Parlez simplement. » Le visage de Daniel resta calme, mais ses yeux portaient quelque chose de plus profond que les affaires. Il n'était pas venu ici pour recueillir des louanges. Il leva légèrement les mains, et la salle se tut instantanément. « Gardons les choses simples, » dit Daniel. « Je n'ai pas besoin de flatterie. J'ai besoin d'action. » Son assistant s'avança et posa un dossier devant lui. Daniel l'ouvrit et regarda autour de la salle. « Ce dernier mois, commença-t-il, j'ai vécu déguisé. » Des murmures s'élevèrent, choqués mais silencieux. Personne n'osa l'interrompre. « J'ai vécu comme un mendiant,
continua Daniel. Je voulais voir quelque chose de mes propres yeux. Je voulais savoir comment les gens traitent les autres quand ils pensent qu'il n'y a rien à gagner. Le silence s'approfondit. Daniel poussa légèrement le dossier vers l'avant. 100 personnes, dit-il. Seulement 100 sur des milliers qui sont passés. Ces 100 personnes ont montré de la gentillesse. Certains ont donné peu, d'autres ont donné beaucoup, mais ce qui compte, c'est qu'ils ont donné avec un bon cœur. Il les regarda fermement. J'ai approuvé un plan de soutien pour 100 personnes, dit-il. Dans un mois, chacune de ces personnes doit recevoir un soutien financier suffisant pour changer leur destin. Il fit une pause, s'assurant que les mots étaient bien compris. Financez-le, ordonna Daniel rapidement. Pas d'excuses, pas de retard. Instantanément, des têtes hochèrent tout autour de la salle. Dieu de la richesse, ne vous inquiétez pas. Un homme dit, nous allons le faire. Oui, ajouta un autre. Nous allons l'exécuter rapidement. Une femme sur le côté parla avec émotion. Président, vous êtes la raison pour laquelle nous croyons encore que la gentillesse compte. Le regard de Daniel ne s'adoucit pas, mais sa voix devint plus douce, plus lourde. Les bonnes personnes méritent de bonnes récompenses, dit-il. C'est la seule raison pour laquelle la richesse a un sens en premier lieu. Et alors que les personnes les plus riches d'Afrique étaient assises devant lui, prêtes à exécuter ses instructions, l'esprit de Daniel Amadi dévia vers Félicia, vers les 11 millions de Naira dans sa main, vers la façon dont elle avait dit « Nous l'affrontons ensemble ». Il était venu au sommet en tant que dieu de la richesse. Mais dans son cœur, il avait déjà choisi la seule personne devant laquelle il voulait s'agenouiller, non pas avec de l'argent, mais avec de l'amour. Il leva les yeux et parla à nouveau. « Il y a autre chose, dit-il. » La salle se pencha en avant. « Je me marie dans 2 jours. » Une vague de surprise traversa la salle. Certains yeux s'écarquillèrent. Certains visages s'illuminèrent d'excitation, comme des enfants qui venaient d'entendre une bonne nouvelle de la part de quelqu'un qu'ils respectaient profondément. Le président se marie. Notre Dieu de la richesse se marie. Presque immédiatement, des voix s'élevèrent dans la même direction, pleines d'enthousiasme. « Permettez-nous d'assister, » dit rapidement un magnate. « Nous vous en supplions. »« Oui, » ajouta un autre. « Le mariage est un événement majeur dans votre vie. Vous avez fait tant pour nous. Laissez-nous assister à cette chose. » L'expression de Daniel ne changea pas. Mais il leva légèrement une main pour calmer la salle. « Non, » dit-il d'abord, ferme et simple. « Ce n'est pas que je ne vous apprécie pas, mais ma mariée est simple. » Il choisit ses mots avec soin. Elle n'a pas vu grand-chose du monde. Vous, les gens, êtes des géants. Les rois de l'automobile, les rois de l'immobilier, les leaders de l'industrie. Votre seule présence peut ébranler l'économie. Si vous venez, les médias suivront. L'attention augmentera et mon identité pourrait être exposée. Ils échangèrent des regards, réticents à accepter son refus. « Président, » dit une femme doucement. « Alors nous viendrons en tant que personnes ordinaires. » Oui, un autre homme acquiesça immédiatement. Pas de costume, pas de garde du corps, pas de démonstration bruyante. Nous nous fondrons dans la masse. Un troisième se pencha en avant. Même si vous ne nous laissez pas nous asseoir en tant qu'invités, laissez-nous nous tenir derrière. Laissez-nous faire des courses. Laissez-nous porter des chaises si nous le devons. Nous voulons simplement être là. Daniel les regarda longuement. Ce n'était pas l'orgueil qui le retenait. C'était la prudence. Il avait gardé un profil bas pour une raison. Il avait construit un empire de plusieurs milliards de Naira tout en restant dans l'ombre, laissant les visages publics de l'entreprise être connus tandis qu'il restait presque invisible. S'il assistait sans précaution, tout pouvait s'effondrer. Il hocha finalement la tête une fois. « Très bien, » dit-il. « Vous pouvez assister. » Mais, ajouta Daniel, sa voix devenant tranchante d'avertissement, il y a une règle stricte. Vous ne m'exposez pas. Ni pour des blagues, ni pour des éloges, ni pour quoi que ce soit. Ses yeux se déplacèrent lentement sur eux. Ne révélez pas que je suis le président. Ne révélez pas que je suis l'homme le plus riche du monde. Si quelqu'un enfreint cette règle, vous ruinerez mon mariage et vous aurez affaire à moi.
Chaque tête hocha rapidement. Oui, président, nous comprenons. Nous le garderons caché. Daniel s'appuya légèrement en arrière, satisfait. Bien, dit-il. Alors c'est réglé. Pendant que cette salle de pouvoir préparait à se faire passer pour des gens ordinaires, Félicia était dans un tout autre endroit, rempli de bruit familial et d'excitation simple. Elle revint chez elle plus tard dans la journée, le cœur battant vite. Sa mère était dans le salon en train de plier des vêtements quand Félicia entra. « Maman, dit Félicia, essayant de garder sa voix stable. J'ai quelque chose à te dire. » Sa mère leva immédiatement les yeux. « Qu'y a-t-il » Félicia hésita une seconde, puis le dit. « Je me marie dans 2 jours. » Sa mère se figea. « Et quoi ?» Félicia hocha la tête. « 2 jours ?» Pendant un moment, sa mère eut l'air de quelqu'un qui essayait de traiter un rêve inattendu. Puis son visage s'illumina d'un large sourire. « Mariée » s'exclama-t-elle en se levant. « Félicia, tu veux me tuer de choc ?» Félicia rit nerveusement. « Je sais que c'est soudain point soudain », répéta sa mère, à moitié riant, à moitié se plaignant. « 2 jours, 2 jours ? Est-ce que c'est avec de l'eau que vous planifiez un mariage maintenant ?» Mais même en se plaignant, son bonheur était évident. Elle attira Félicia plus près, toucha son visage, et sourit comme si elle voyait sa fille pour la première fois. « Ah, ma fille est belle, dit-elle avec fierté. Dieu l'a fait. » Puis elle se souvint d'elle-même et commença à parler comme une mère qui attendait ce jour depuis longtemps. « Écoute-moi, dit-elle en baissant la voix. Quand tu arriveras chez ton mari, tu devras être respectueuse. Tu devras être vertueuse. Tu devras être patiente. Le mariage n'est pas un terrain de jeu. » Félicia hocha doucement la tête. « Je comprends, maman. » Sa mère soupira, souriant toujours. « Même si la vie est courte, nous allons le faire, dit-elle, organisant déjà mentalement ce qui devait être fait. Nous allons préparer. Nous allons cuisiner. Nous allons inviter des gens. Nous ne permettrons pas la honte. » Avant que Félicia ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit avec énergie et une voix familière remplit la pièce. « Maman, je suis de retour. » C'était Anita, la sœur aînée de Félicia. Anita entra avec son sac, puis s'arrêta en remarquant l'ambiance étrange dans la pièce. « Pourquoi avez-vous l'air comme ça ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Félicia prit une inspiration. « Je me marie, dit-elle. » Anita cligna des yeux. « Mariée ?» répéta-t-elle lentement. « Mariée à qui ?» La voix de Félicia resta simple. « Il s'appelle Daniel Amardi. » Les sourcils d'Anita se levèrent. « Daniel Amardi ?» répéta-t-elle, essayant de situer le nom. « Que fait-il ? Qui est-il ?» Félicia secoua légèrement la tête. « Juste Daniel Amardi, dit-elle, sans ajouter autre chose. » Mais les yeux de sa mère changèrent, comme si un souvenir s'était ouvert dans son esprit. « Amardi » murmura-t-elle. « Je me souviens de ce nom. » Elle regarda Félicia. « N'est-ce pas le jeune homme dont le père dirigeait cette entreprise avant ?» Elle hocha lentement la tête, comme si l'image devenait plus claire. « Oui, oui, je me souviens. » Leur famille avait quelque chose en cours. Félicia ne la corrigea pas. Elle n'ajouta pas de détails. Elle se contenta de rester là, laissant les mots de sa mère se déposer où ils le devaient. Anita avait toujours l'air confuse, mais sa mère bougeait déjà comme une femme en mission. « Pas le temps, dit-elle, claquant des mains une fois. Nous devons commencer les préparatifs. Anita, va dire à tes tantes. Appelle le groupe familial. Félicia, apporte ton téléphone. Nous devons envoyer des invitations aux amis. Même si c'est petit, nous allons le faire correctement. » Et juste comme ça, la maison se remplit de mouvements. On parlait de mariage, on passait des appels téléphoniques, on faisait des listes, et le stress bruyant et doux de la joie. Pendant ce temps, loin de là, des personnes puissantes préparaient à cacher leur richesse et à assister à un mariage simple pour l'amour d'une femme qui croyait encore épouser un homme pauvre. La maison bourdonnait encore de mouvements. Les téléphones sonnaient. On écrivait des noms.
Anita appelait déjà des parents et envoyait des messages rapides aux amis de la famille. Madame Adami continuait de se déplacer d'un coin à l'autre du salon, se plaignant du court préavis tout en souriant en planifiant la nourriture, les vêtements et tout ce qui rendrait le mariage présentable. Félicia se tenait au milieu de tout cela, calme mais ferme, laissant le bruit l'envahir tandis que son esprit restait sur Daniel. Ce même après-midi, un message arriva sur le téléphone de Cynthia Bellow. Elle le lut une fois, puis le relut, ses lèvres s'étirant en un sourire qui n'était pas du tout joyeux. « Vous, les gens » appela-t-elle immédiatement ses amis. Devinez quoi? Elles se rassemblèrent autour d'elle. « Elle se marie » dit Cynthia, les yeux brillants de malice. Félicia Adami. « Et vous savez qui est le marié ?»« Qui ?» demanda quelqu'un. Cynthia rit. Daniel Amardi. Les filles se figèrent pendant une demi-seconde, puis éclatèrent de rire. Daniel? Ce Daniel? Le mendiant? Celui qu'on a vu dans la rue? Le rire de Cynthia devint plus fort. Exactement. Alors, elle est vraiment sérieuse. Elle veut épouser ce mendiant. Je ne savais même pas qu'ils sortaient ensemble. L'une de ses amies secoua la tête. Nous devons y aller. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder secret. Cynthia leva son téléphone. Ne t'inquiète pas, dit-elle. J'ai des preuves. Peu après, Cynthia et ses amis étaient chez la famille Addy, arrivant avec le genre de fausse préoccupation qui portait encore de l'excitation en dessous. Elles saluèrent bruyamment et entrèrent comme si elles avaient des nouvelles urgentes. Madame Adami fut la première à les affronter. Cynthia, dit-elle, surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Cynthia fit en sorte que sa voix paraisse sérieuse. Tante, nous sommes venus parce que nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas savoir, dit-elle. C'est à propos du mariage de Félicia. Au son de cela, Anita s'approcha. Le cœur de Félicia se serra légèrement, comme si son esprit pressentait déjà des ennuis. Le sourire de Madame Adami s'estompa. De quoi parles-tu concernant le mariage? Demanda-t-elle prudemment. Cynthia regarda Félicia puis de nouveau Madame Adami. Tante, dit-elle, savez-vous que Daniel Amardi est un mendiant? La pièce devint silencieuse. Quoi? Quel Daniel? Demanda Madame Adami brusquement, comme si elle n'avait pas bien entendu. Le même que Félicia veut épouser. C'est un mendiant de rue, répéta Cynthia plus fort. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Il était au bord de la route en train de mendier de l'argent pour la nourriture. Madame Adami pâlit. Non, dit-elle en secouant la tête. Ce n'est pas vrai. Cynthia n'argumenta pas. Elle leva simplement son téléphone. Nous l'avons même enregistré, dit-elle. Parce que nous étions choqués, tante C. Elle appuya sur lecture. La vidéo montrait Daniel assis au bord de la route, habillé comme un sans-abri, répétant des bénédictions, remerciant les gens et demandant poliment de l'argent pour la nourriture. Elle capturait tout. Le bol, l'air déchiré, la façon dont les gens l'ignoraient. C'était assez clair pour briser tout doute. La main de Madame Adami vola vers sa poitrine. Jésus, s'exclama-t-elle. Puis sa voix s'éleva. Dieu merci, elle ne l'a pas encore épousé. Elle se tourna brusquement vers Félicia. Félicia, appela-t-elle, sa voix tremblant de panique et de colère. Est-ce vrai? Félicia ne broncha pas. Oui, maman, dit-elle doucement. C'est lui. Madame Adami vacilla en arrière comme si elle avait été giflée. Alors tu savais? Cria-t-elle. Tu savais et tu es venue me dire que tu te maries dans 2 jours. Félicia hocha la tête. Je savais. Le visage de Madame Adami se tordit d'incrédulité. Ah, s'exclama-t-elle. C'est pour ça que j'ai dit que ce mariage était trop précipité. J'ai accepté parce que je pensais que tu avais trouvé un homme riche. Je ne savais pas que tu n'avais pas trouvé un homme riche. Tu n'as même pas trouvé un homme pauvre, mais un mendiant de rue. Elle frappa sa paume contre sa cuisse par frustration. Est-ce ainsi que commence la folie, maman? Essaya de parler Félicia. Tais-toi. Madame Adami s'exclama, puis se tourna vers Anita comme si elle avait besoin de soutien. Anita, tu entends ça?
Ce mariage doit être annulé immédiatement. Anita avait les yeux écarquillés. Félicia, est-ce vrai? Demanda-t-elle, stupéfaite. Félicia hocha à nouveau la tête, ferme. Oui, mais je vais quand même l'épouser. La bouche de Madame Adamy s'ouvrit. Tu vas quand même l'épouser? Répéta-t-elle comme si les mots avaient un goût amer. Non, pas sur mon cadavre, dit-elle en pointant vers la porte comme si elle pouvait chasser toute l'affaire d'un geste. Annule tout. Appelle les gens. Arrête de cuisiner. Arrête les invitations. Arrête tout. Puis elle fit face à Félicia, sa voix montant plus haut. Et ce mendiant ne doit pas venir ici. Tu m'entends? Il ne doit pas venir. Je ne permettrai pas qu'un mendiant de rue entre dans cette maison et épouse ma fille. Félicia s'avança, sa voix ferme mais émotive. Maman, non, dit-elle. Le mariage n'est pas annulé. La pièce se figea à nouveau. Madame Adamy la regarda comme si elle ne reconnaissait pas son enfant. Que as-tu dit? Félicia avait les yeux humides maintenant, mais elle ne recula pas. J'ai dit que le mariage doit avoir lieu, répéta-t-elle. Je l'aime. Il est gentil. Il est toujours un être humain. S'il est à terre aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il le sera pour toujours. Nous pouvons construire ensemble. Madame Adamy laissa échapper un rire amer. Construire ensemble? S'exclama-t-elle avec un mendiant de rue. Félicia, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Félicia secoua lentement la tête. Je sais ce que je dis, répondit-elle. Je me moque qu'il soit un mendiant. Je ne peux pas le jeter parce que la vie l'a touché. Je ne serai pas comme les gens qui se moquent de lui. Et la voix de Madame Adamy traversa la pièce comme un couteau. Tu es folle, hurla-t-elle. Veux-tu que ce village nous finisse avec des ragots? Veux-tu que les gens se moquent du nom de ton père défunt? Ton père a travaillé dur et est mort avec dignité, et tu veux traîner notre famille dans la honte? Félicia sursauta à la mention de son père, mais elle tint bon. Papa aurait voulu que je choisisse la gentillesse, dit-elle, la voix tremblante. Daniel a été bon envers moi, maman. Cynthia et ses amis échangèrent des regards, satisfaites, comme si ce drame était exactement ce qu'elles étaient venues chercher. Madame Adamy n'écoutait plus. Sa peur s'était transformée en colère totale. La gentillesse ne nourrit pas une maison, hurla-t-elle. L'amour n'achète pas de nourriture. Félicia, tu ne feras pas cette absurdité sous mon toit. Anita s'avança, essayant de calmer sa mère. Maman, calme-toi. Non, Anita, Madame Adamy s'exclama. Cela doit s'arrêter maintenant. Elle ne doit pas l'épouser. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait gardé dans sa poche arrière, le visage de Madame Adamy changea. Elle pointa à nouveau Félicia, mais cette fois sa voix devint aiguë et stratégique. Puisque tu veux te marier si désespérément, dit-elle, j'ai une option pour toi. Les sourcils de Félicia se froncèrent. Quelle option? Madame Adamy releva le menton. Kelvin, dit-elle. Kelvin Kenbadella, le fils d'un homme riche. Il a demandé ta main. Il te veut et il est prêt. Si tu dois te marier, tu épouseras Ken. Félicia regarda sa mère avec incrédulité, son cœur s'enfonçant alors qu'elle réalisait que sa mère ne rejetait pas seulement Daniel, mais essayait déjà de le remplacer. Et dans ce salon tendu, avec Cynthia regardant comme si c'était un spectacle, Félicia se tenait entre l'amour et la honte familiale, sachant que tout ce qu'elle choisirait ensuite changerait sa vie pour toujours. Le moment où Cynthia et ses amis partirent enfin, la maison tomba dans une étrange sorte de silence. Ce n'était pas paisible. C'était le silence qui vient après les cris, après l'embarras, après que la peur soit entrée dans une maison et ait refusé de partir. Madame Adamy s'assit lourdement sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus porter le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Son visage était tendu de colère, mais ses yeux étaient aussi agités, comme si elle planifiait déjà quelque chose. Félicia se tenait près du mur, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Elle se sentait fatiguée, non pas dans son corps, mais dans son esprit. Elle avait défendu Daniel, défendu son choix, défendu l'amour lui-même, et pourtant elle se sentait toujours comme si elle était seule. Anita s'approcha d'elle, sa voix soudainement douce. «
Félicia, dit-elle gentiment. Ne t'inquiète pas, Félicia se retourna, l'espoir scintillant dans ses yeux. Anita. Anita toucha son bras comme une sœur attentionnée. Je te comprends, dit-elle. Et je sais que maman est juste en colère parce qu'elle a peur de ce que les gens vont dire. Mais laisse-moi faire. Je vais lui parler. Je vais la convaincre. Les épaules de Félicia se détendirent légèrement, comme si quelqu'un lui avait enfin offert de l'eau au milieu de la chaleur. Tu le feras, demanda-t-elle, sa voix presque brisée. Anita hocha la tête. Oui, dit-elle avec confiance. Va continuer tes préparatifs. Ne ralentis pas. Je vais m'occuper de maman. Un soulagement traversa Félicia si vite que cela lui fit monter les larmes aux yeux. Merci, murmura-t-elle. Merci beaucoup. Anita sourit chaleureusement, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas le fond de ses yeux. Félicia ne le remarqua pas. Elle était trop reconnaissante, trop désespérée pour s'accrocher à tout ce qui ressemblait à du soutien. Elle se hâta vers sa chambre, pensant déjà à ce qui devait encore être fait. Sa robe, les arrangements pour la nourriture, les petites choses qui rendraient le mariage réel. Dans son cœur, elle répétait une chose. Daniel viendra. Daniel viendra. Dans le salon, Anita se retourna et fit face à leur mère. La voix de Madame Adami tomba dans un ton calme et dangereux. « As-tu vu son entêtement ?» demanda-t-elle. Anita hocha la tête. « Je l'ai vu. » Madame Adami serra les mâchoires. « Alors tu sais que nous ne pouvons pas permettre cette absurdité. » Anita se pencha plus près. « Maman, ne t'inquiète pas, dit-elle. Laisse-moi faire. » Madame Adami expira brusquement et se leva. Elle attrapa d'abord son téléphone, l'appuya, puis fronça les sourcils. « Ah, dit-elle rapidement. Mon téléphone est déchargé. » Anita tourna les yeux vers le couloir. « Grace. »« Désolée, le téléphone de Félicia est dans son sac, dit-elle. » Madame Adami hocha une fois la tête, se déplaçant déjà avec détermination. Quand Félicia revint brièvement dans le salon pour prendre quelque chose, sa mère l'appela doucement, trop doucement. « Félicia, » dit Madame Adami, forçant une voix calme. « Mon téléphone est déchargé. Donne-moi ton téléphone. J'ai besoin de passer 1 ou 2 appels concernant le mariage. » Félicia ne suspecta rien. Elle hésita seulement à cause de la dispute précédente, mais Anita ajouta rapidement, « Donne-le-lui, Félicia. Contentons-nous de tout régler. » Félicia lui tendit le téléphone. Madame Adami le prit, puis se tourna légèrement, comme si elle allait appeler quelqu'un d'inoffensif. Ses doigts bougèrent rapidement sur l'écran. Elle n'appela pas un traiteur. Elle n'appela pas une tante. Elle chercha et appuya sur le nom qu'elle voulait. Daniel. La ligne sonna. Daniel répondit, « Allô ?» Sa voix était calme mais alerte. Madame Adami changea immédiatement de ton. Elle parla comme si elle lui rendait service. « Daniel, » dit-elle, voix froide. « Ici la mère de Grace. » Daniel fit une pause. « Ma » répondit-il poliment. « Bon après-midi. » Madame Adami ne rendit pas le salut. « Je t'appelle pour te dire quelque chose, » dit-elle. « Grace ne veut plus t'épouser. » Daniel resta immobile. « Quoi ?» demanda-t-il, le mot unique rempli de choc. Madame Adami continua, déversant des mensonges comme si c'était de l'eau. « Elle ne veut plus t'épouser, » répéta-t-elle. « Alors ne viens pas. Ne viens pas l'embarrasser. Elle veut sauver la face. » Daniel serra plus fort son propre téléphone, sa voix baissa. « Ma » dit-il prudemment. « Grace ne m'a pas dit ça. »« Elle n'a pas besoin de te le dire, » Madame Adami s'exclama. « Fais simplement ce que j'ai dit. Ne viens pas. » Le cœur de Daniel battit une fois, lourd. Quelque chose n'allait pas. Félicia l'avait regardé dans les yeux et promis qu'elle lui avait donné ses économies. Elle l'avait défendu en public. Ce changement soudain sonnait comme un mensonge, comme si quelqu'un d'autre parlait. « Ma » dit Daniel à nouveau, plus lentement cette fois. « Laisse-moi parler à Grace. » Les yeux de Madame Adami se rétrécirent. « Elle ne veut pas te parler, dit-elle immédiatement.
Et elle ne prendra pas ton appel. Ne la dérange pas. Puis elle raccrocha. Pendant une seconde, le salon eut l'impression de retenir son souffle. Madame Adami regarda Anita. Anita hocha une fois la tête. Aucun mot n'était nécessaire. Leur plan était déjà en marche. Madame Adami se dirigea droit vers la cuisine, souleva le téléphone dans sa main et le fracassa violemment contre le bord du comptoir. Le craquement aigu résonna comme un coup de feu dans la maison silencieuse. Anita sursauta, mais couvrit rapidement cela avec une toux. L'écran clignota une fois, puis devint noir. Madame Adami fixa le téléphone cassé comme si elle venait de résoudre un problème. Maintenant, murmura-t-elle. Elle ne pourra pas l'appeler. Anita hocha à nouveau la tête, son visage calme. Elle ne pourra même pas poser de questions, dit-elle doucement. Dans la voiture de Daniel, loin de cette maison, il fixait son téléphone après que l'appel se soit terminé. Son visage était calme, mais ses yeux étaient devenus plus froids. Grace ne veut plus t'épouser. Cela n'avait pas de sens. Pas avec ce qu'il avait vu. Pas avec ce qu'elle avait fait. Et pour la première fois depuis qu'il avait commencé son test d'1 mois, Daniel sentit quelque chose de proche de la vraie colère monter dans sa poitrine. Non pas parce qu'il était rejeté, mais parce qu'on lui mentait. Il s'appuya légèrement en arrière, sa voix basse alors qu'il se parlait à lui-même. Quelque chose ne va pas, dit-il. Et au fond de lui, le président de Dream Chasing Group se préparait déjà à aller découvrir exactement ce que c'était. Il s'assit en arrière dans la voiture, fixant le téléphone dans sa main. L'appel avait pris fin, mais son esprit était encore dedans. Dans la froideur étrange de la voix de Madame Adami, dans le mensonge qui ne sonnait pas comme Félicia du tout. Il essaya à nouveau le numéro. Cela ne passa pas. Il réessaya. Rien. Un souffle lent sortit de sa poitrine. Il ne paniqua pas, mais quelque chose en lui se décida fermement. Non, dit-il doucement. Je vais y aller. Son assistant, assis à proximité, lui jeta un regard. Président. Les yeux de Daniel étaient fermes. Je vais payer sa dot, dit-il. Si elle ne me veut pas, je l'entendrai de sa bouche. Mais maman a déjà prévenu. La voix de Daniel se durcit. Laisse-la prévenir. Je n'épouse pas sa mère. J'épouse elle. Son assistant baissa la tête. Respectueux. Compris. Pourtant, comme le protocole l'exigeait, un message fut envoyé à l'avance indiquant que Daniel insistait pour venir, car même déguisé, son équipe se déplaçait avec ordre. Et dans la maison Adami, ce message parvint à Madame Adami comme de l'essence sur le feu. Madame Adami se leva brusquement. Alors ce mendiant a encore une bouche, s'exclama-t-elle. Il veut encore venir ici. Les yeux d'Anita s'écarquillèrent légèrement, mais elle couvrit rapidement cela avec un ricanement. Maman, il n'a pas de honte. Madame Adami laissa échapper un rire dur. Une dot? Répéta-t-elle bruyamment. Est-ce avec l'argent qu'il a récolté dans les rues? Les pièces que les gens jettent dans son bol? Est-ce la dot qu'il veut payer dans ma maison? Elle agita la main avec dégoût. Je ne veux pas de son argent de mendiant. Son visage était tendu maintenant, la fierté montant comme une tempête. Elle se sentait insultée. Non pas seulement parce que Daniel était pauvre, mais parce qu'il osait insister. Dans son esprit, sa persistance n'était pas de l'amour. C'était de l'audace. Appelle les garçons, ordonna-t-elle. Anita hésita. Quel garçon? Les hommes durs du quartier, dit Madame Adami, voix tranchante. Qu'il garde l'entrée. S'il essaie de mettre un pied à l'intérieur, qu'il le chasse. Tu m'entends? Qu'il le chasse. Anita hocha rapidement la tête et passa l'appel. En peu de temps, plusieurs hommes se rassemblèrent à l'entrée menant à la zone, se tenant avec la posture de personnes payées pour être cruelles. Certains tenaient des bâtons. D'autres des outils qu'ils utilisaient dans les fermes et les ateliers. Ils riaient entre eux en attendant, avides de drame. Sur la route, le convoi de Daniel avançait silencieusement. Pour quiconque les observait de l'extérieur, cela ne ressemblait pas du tout au déplacement d'un milliardaire. Les voitures étaient décentes, mais pas à pas accent grave l'œil.
Tout avait été planifié de cette manière. Daniel était assis à l'avant comme un homme simple allant à un mariage, habillé simplement, le visage calme. Derrière lui se trouvaient les amis Magna qui avaient supplié d'assister. Maintenant habillés comme des gens ordinaires, se fondant dans le décor, comme il l'avait promis. Pas de costume de créateur, pas de bijoux voyants, pas de démarche arrogante. Ils avaient l'air d'humbles invités allant soutenir un marié. Daniel les avait avertis à nouveau avant de partir. « Souvenez-vous » avait-il dit, les yeux fermes. « Félicia ne sait pas. Ne révélez rien. Ne gâchez pas cela pour moi. » Ils avaient tous accepté. Maintenant, alors que la route s'étendait devant eux, l'air semblait tendu, comme si quelque chose de laid les attendait. Et ce n'était pas loin, une voix s'éleva soudainement. « Arrêtez-vous là. » Le convoi ralentit. Des hommes s'avancèrent sur la route, les bloquant. Leur visage était dur. Leur bouche était lâche. Leurs yeux étaient déjà pleins de jugement. L'un d'eux pointa la voiture de Daniel et cria « Alors, c'est toi ?» Un autre rit fort et moqueur. Un mendiant habillé comme un chien. Un troisième cracha par terre. « Le crapaud veut de la viande de cygne, dit-il, il en veut plus qu'il ne mérite. » L'assistant de Daniel se raidit à côté de lui. L'un des hommes derrière, l'un des gardes de Daniel, déplaça légèrement son corps, prêt à agir. Daniel leva immédiatement la main. « Personne ne bouge, dit-il doucement. » La porte de la voiture s'ouvrit et Daniel en sortit. Il n'éleva pas la voix. Il ne menaça pas. Il se contenta de rester là, calme, comme un homme essayant de résoudre un problème avec dignité. Bon après-midi, dit-il. Ils rirent plus fort, comme si son salut était une blague. Quel après-midi? Aboya l'un d'eux. On ne salue pas les mendiants ici. Les yeux de Daniel restèrent fermes. Je ne suis pas ici pour me battre, dit-il. Je suis seulement venu parce que j'ai un engagement avec la famille, a dit. À la mention du nom de la famille, l'un des hommes renifla. Un engagement? Répéta-t-il. Toi, un mendiant? Daniel hocha une fois la tête. Oui, dit-il. Je suis censé épouser Félicia. Les hommes éclatèrent de rire moqueur. Te marier? Hurla l'un d'eux. Tu veux épouser une belle fille comme ça? Un autre leva légèrement son bâton. Ogre, retourne simplement d'où tu viens, l'avertit-il. Avant de rentrer chez toi blessé. La voix de Daniel resta contrôlée. Je ne force personne, dit-il. Je veux juste comprendre pourquoi. Je n'ai pas pu joindre Félicia. Sa mère m'a appelé et m'a dit qu'elle ne voulait plus m'épouser. Ce n'est pas ce que Félicia m'a dit. Alors je veux entendre son refus de sa propre bouche. Le chef des hommes s'approcha. Tu veux une explication? Se moqua Théil. L'explication est simple. Elle ne veut pas épouser un mendiant, c'est tout. Daniel secoua légèrement la tête. Je veux toujours l'entendre d'elle. Il répéta. Veuillez vous écarter. Les visages des hommes se durcirent. Les outils se levèrent. L'ambiance changea de moquerie à menace. Derrière Daniel, ses gardes bougèrent légèrement. Même les magnats voyageant avec lui, des hommes habitués aux salles de conseil et au pouvoir discret, sentirent leur colère monter. L'un d'eux s'avança instinctivement, les yeux rétrécis. La main de Daniel se leva à nouveau. « Arrêtez » dit-il fermement sans se retourner. « Non à la violence. » Son assistant se pencha plus près. « Président, leur comportement. »« J'ai dit non à la violence » répéta Daniel, sa voix basse, mais finale. Puis Daniel sortit de sa poche de grosses enveloppes, des cadeaux en argent. Il les tint calmement. « Je ne veux pas d'ennui, dit-il. Veuillez prendre ceci. Laissez-nous passer en paix. » Les hommes le fixèrent pendant une demi-seconde. Puis l'un d'eux rit comme s'il avait entendu des absurdités. « Toi, ricana Théil. Tu veux nous acheter ?» Un autre agita l'enveloppe. « Quel argent ?» se moqua Théil. « Non, l'argent que tu as mendié dans la rue. Tu veux utiliser l'argent d'un mendiant pour nous régler ?» Les insultes devinrent plus fortes, plus laides. « Le voici qui se prend pour un homme riche. »
D'où sors-tu l'enveloppe? Tu crois que tu es quelqu'un? La mâchoire de Daniel se serra légèrement, mais il garda son visage calme. Il offrit à nouveau patiemment. S'il vous plaît, dit-il. Je ne suis pas ici pour manquer de respect à qui que ce soit. Mais les hommes refusèrent de bouger. Au lieu de cela, ils s'approchèrent, l'entourant avec la confiance de personnes qui croyaient pouvoir l'humilier sans conséquence. Ils continuèrent à se moquer de lui, l'appelant par des noms, agissant comme si sa vie était déjà décidée à cause de son apparence. Daniel se tenait au milieu de leur cruauté. Calme et ferme, il s'était déguisé pour tester les cœurs des gens. Mais maintenant, alors que les insultes le frappaient de tous côtés, il réalisa que ce n'était plus un test. C'était une guerre contre l'amour, menée avec orgueil, commérage et cruauté. Et même s'il refusait toujours de laisser ces hommes riposter, quelque chose dans les yeux de Daniel avait changé. Parce que le président pouvait tolérer d'être moqué, mais il ne pouvait pas tolérer que quiconque essaie de détruire l'avenir de Félicia avec des mensonges. Il était toujours debout sur la route, entouré d'hommes dont les bouches étaient plus bruyantes que leur bon sens. L'air était chargé d'insultes. L'un d'eux agita un bâton près de sa poitrine comme s'il le défiait de réagir. Un autre cracha par terre et rit comme si c'était un divertissement. Derrière Daniel, ses gardes étaient tendus. Son assistant avait la mâchoire serrée. Même les hommes ordinaires voyageant avec Daniel, des hommes qui pouvaient acheter toute cette route sans cligner des yeux, luttaient pour garder leur calme.